Voilà. Donc il y avait le phénomène Mélenchon, les retraites, la guerre en Afghanistan et les élections au FN. L'idée est que vous réagissiez justement au phénomène Mélenchon qui est en train d'apparaître médiatiquement. Est-ce que selon vous ça correspond à quelque chose de sérieux ou pas? Messieurs les Anglais, le premier. Allez-y, c'est bien. Ce phénomène Mélenchon, c'est un vrai phénomène d'ailleurs, hein, à lui tout seul, c'est une sorte de d'histrion, qui déjà sur la forme est quelqu'un qui passe son temps à décrier les médias pour être davantage médiatisé, mais ça on connaît, bien entendu. C'est certainement un phénomène médiatique, je dirais plutôt que c'est un non-phénomène, en quelque sorte, parce qu'il ne fait que montrer de façon assez spectaculaire ce qu'a toujours été la gauche du Parti socialiste, qui est en réalité un rameau du gauchisme. Donc derrière tous ces excès de langage, toutes ces dénonciations, c'est quelqu'un qui ne propose pas grand-chose, sinon le retour au vieux programme collectiviste des gauchistes. Donc je trouve rigoureusement rien de nouveau dans ce qu'il dit, une simple confirmation de la puissance de cette extrême gauche française. On avait cru, il y a une vingtaine d'années, après le mur de Berlin et sa chute, que le Parti communiste avait disparu. En France, était en train de disparaître. Alors, sur le plan institutionnel, le PCF, en effet, c'est pratiquement rien. Mais quand on additionne les voix, tout ce qui se porte comme suffrage sur les Verts, sur le NPA, sur Mélenchon, sur son complice Hamon au Parti socialiste, on s'aperçoit que le communisme en France n'est nullement dans de basses eaux. Ça représente toujours au minimum 20% de l'électorat. Ce sont des gens qui tiennent la rue, comme les plus vulgaires des nervis d'avant-guerre, et Mélenchon en tête. Donc, en effet, il ne fait que reprendre un flambeau. Il essaie de piquer le schmilblick à Besancenot, qui n'en peut mais. Il essaie en effet de faire de la surenchère par rapport au communisme, faut le faire. Donc c'est ça le phénomène Mélenchon. Alors bien entendu, il y a toujours une frange de gauchistes qui sont attirés par cela. Je conclurai, s'agissant de ce non-phénomène, sur quelque chose tout de même. À l'époque du gouvernement Jospin, c'est tout de même quelqu'un qui avait une responsabilité ministérielle. Alors quand on voit à quel point l'appareil d'État peut être pénétré par des gens pareils, ça fait rétrospectivement frémir. Oui, que l'appareil d'État soit pénétré par des gens pareils, s'ils sont élus, ça ne me paraît pas scandaleux et il n'y a pas de raison de frémir. Quant à votre accusation, je ne défends pas Mélenchon, hein, je n'ai pas de jugement de valeur, il dit des choses finalement pas toujours logiques. Par exemple, son refus de l'Union européenne, que j'approuve, supposerait, à mon avis, si l'on veut qu'il y ait un bien commun et une action publique quelque part, un renforcement de l'autorité de l'État. Je n'ai pas l'impression qu'il la souhaite. C'est une incohérence, à mon avis, parmi d'autres. Mais je ne liquiderai pas le phénomène Mélenchon aussi vite que vous dites, par exemple, qu'il ne dit rien de neuf. Mais admettez que il n'est pas tout à fait sûr que la vie politique ou l'action politique ou la responsabilité politique soit de l'ordre du neuf. Ce qu'il faut dire, moi par exemple, je ne dis rien de neuf et je m'en voudrais de dire quoi que ce soit de neuf. Je pense qu'il faut sans cesse, c'est ça la responsabilité politique, rappeler quelques fondamentaux et plus ils sont anciens, ces fondamentaux, plus ils sont solides et à mon avis, plus ils constituent l'ordre public. Donc l'argument du Mélenchon pas de neuf, c'est vrai, c'est pas neuf. C'est ça que sous-entend l'appellation phénomène. Ah, l'appellation phénomène, oui, mais enfin je ne vois pas tellement non plus le phénomène, je le connais depuis longtemps, il a toujours eu sa surface au sein du PS, maintenant il est ailleurs. Et c'est ça le plus intéressant, c'est que il fait vivre une partie de la gauche
qui, par ailleurs, a complètement déserté, qui a sombré dans une mondanité sans fin, enfin, les bisbilles entre les dames, une a mal à la tête, donc sa copine Ségolène la remplace. Enfin, il y a une espèce de frivolité générale à gauche, au PS, qui rend inévitable que des individus qui, eux, disent des choses un peu plus frappantes, un peu plus marquantes, un peu plus saillantes, soient écoutés. S'il y a un phénomène, il est là. Il ne se comprend que par rapport à la désertion de la gauche, que j'appellerais la gauche mondaine. Ce que rappelle Mélenchon, c'est le vieux principe égalitaire ou égalitariste français. Je ne l'approuve pas. Enfin, c'est un démon... c'est un démon fréquent dans notre histoire, assorti des vieux travers comme la jalousie sociale, la haine sociale, la haine de classe. Oui, c'est tout de même le genre de type qui, si on se projette un peu plus de 200 ans en arrière, sera un coupeur de tête à l'époque de la terreur. Hein, c'est une réincarnation de Robespierre. Ou de Mandrin, c'est encore plus ancien, ou de Mandrin. Il y a toujours eu une partie de la population française. On marche à ça, et je dirais hélas, parce que c'est pas très beau comme sentiment, ça s'appelle égalité, c'est noble, mais c'est moche, qui se nourrit de ressentiment, de haine, de refus de l'argent. Mais allons jusque-là, allons jusqu'à ce point où on se demanderait, en tous les cas pour ma part, je me demanderais si je n'y participe pas un peu. Je crois que, en tant que chrétien, là pour le coup, je n'aime pas un monde régulé ou réglé, mise en coupe, réglée plus exactement, par la simple logique de l'argent. Ce que capte, elle est immonde actuellement, enfin, elle dépasse les pauvres, la population française qui souffre. Je vis dans un village, je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de peine à joindre les deux bouts, et ce ressentiment ancestral, il se nourrit tout de même d'une société inadmissible, enfin d'une organisation sociale inadmissible pour un chrétien, et là je ne parle pas en tant que gauchiste ou défenseur de Mélenchon, ce que je ne suis pas du tout, mais en tant que chrétien. Je ne l'approuve pas, dirais-je, mais je le comprends. En tous les cas, il fait appel à une vieille veine de la France chrétienne et égalitariste, peut-être parce qu'elle est chrétienne, justement. Oui, mais je pense sur un sentiment, à mon avis, moi qui ne suis pas chrétien, je dirais qu'il est fort peu chrétien, qui est l'envie. C'est l'envie qui est derrière. Mais dans la revendication d'égalité, il y a de l'envie, il y a du ressentiment, il y a de la jalousie. Oui, c'est ce qui a fait la Révolution française. Oui, enfin, c'est pas sa source unique, mais elle était effectivement présente. Alors là où je suis en désaccord sur un point important, c'est à propos de l'État. Mélenchon incarne un hyper-étatisme, c'est une intervention de l'État dans tous les domaines imaginables et possibles. Ça correspond d'ailleurs tout à fait bien à son tempérament despotique, puisque l'État n'a jamais été que l'instrument, en effet, avec lequel ceux qui veulent dominer les autres essaient de faire croire qu'ils représentent un pseudo-intérêt général, la vertu, le salut public, etc. Alors, dans le cas de Mélenchon, c'est particulièrement clair. C'est beaucoup plus clair. C'est sans doute quelque chose qui le distingue, par exemple, de Besancenot, qui a une fibre libertaire quelque part, alors qu'il n'y a rien de tel chez Mélenchon. Ça, c'est très intéressant. Vous parlez en libéral, je m'estime moi-même libéral, mais ce mot est tellement controversé qu'on n'ose pas l'utiliser dans la tradition du libéralisme français, qui est celle de Tocqueville ou de Chateaubriand, qui distingue un domaine propre du politique. Ce qu'on peut appeler, mais ça le dépasse, traditionnellement le pouvoir régalien. Là où Mélenchon, pour autant qu'il s'oppose à juste titre au dessaisissement de la souveraineté nationale par notamment l'Union européenne, il ne pense pas à la souveraineté comme doit le penser un libéral. Je ne sais pas si vous avez lu le petit opuscule de Lucien Jaume, Philosophie du libéralisme. Vous savez, je suis un spécialiste du libéralisme en France, donc rien ne m'échappe dans ce domaine. Vous connaissez Lucien Jaume, je pense. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut dire que, telle qu'il la présente, la pensée libérale est aussi une pensée de la souveraineté. La souveraineté de l'individu. Non.
Non. Bah, vous permettez, alors vous avez bien entendu lu Turgot ou Benjamin Je vous Constant parle de Job, là. ou Je vous parle de Frédéric Job. Bastiat, bah oui, mais Ça, c'est la souveraineté de l'individu, c'est oui, de la bon, liberté. vous parliez Mais des grands laissez-moi libéraux finir- comme laissez-moi Chateaubriand et finir mon Tocqueville, raisonnement. donc il faut savoir de quoi on parle. Non, mais il y a chez Chateaubriand une pensée, même une pratique de la souveraineté de l'État. Et chez Oui, Tocqueville mais aussi. Chateaubriand Mais libéral. attendez, laissez-moi poursuivre mon raisonnement. Et je ne pense pas, là, pour le coup, que Mélenchon soit un penseur de la souveraineté de l'État, mais je le vois mal défendre des positions relatives à l'indépendance nationale ou à la politique, à la singularité de la politique étrangère française. C'est là où, à mon avis, il pêche. Et je ne le vois pas si étatiste que ça, parce que vous mélangez évidemment la souveraineté de l'État avec l'étatisme et le dirigisme économique et cette espèce d'État graisseux que l'on a en régime libéral d'ailleurs, auquel on a droit. Chez lui, il ne actuellement. serait pas graisseux, il serait musclé. Hein. Oui. Oui, et Il y a un échange et on change de sujet. oui, Je crois d'accord. que quand l'État en fait trop, il est plus graisseux qu'il n'est musclé. Oui, mais l'État fait ce à quoi il est destiné, c'est-à-dire en effet dominer et s'occuper à la place des individus de ce qui leur convient, qu'ils seraient parfaitement capables de faire par eux-mêmes. Et quand je parlais de l'étatisme, de l'hyper-étatisme même de Mélenchon, je ne m'intéressais pas tellement à la politique étrangère, je m'intéresse surtout au fait qu'il voulait collectiviser. Et qu'est-ce qui collectivise sinon l'État? Et nationaliser et réguler. Et qu'est-ce qui peut réguler avec ce jargon à la mode, sinon un État tout-puissant, omnipotent, qui intervient en tout. C'est ça son rêve. Votre tradition est un certain libéralisme, moi un autre, qui a été incarné dans mon esprit par le général de Gaulle, qui a beaucoup nationalisé, qui a nationalisé la libération, qui a continué dans les années... Alors ça me fait toujours rigoler, parce que quel était le grand conseil économique de Gaulle? Jacques Rueff. Bon, alors on arrête cette conversation, je vais rentrer chez moi tout simplement, parce que je n'arrive pas à finir une phrase, ça ne sert à rien. Allez-y. Non, on arrête, c'est tout, ça sert à rien. Non, finissez votre phrase et puis on changera de sujet. Je ne vous interromps pas. Mais Jean avait dit qu'on pouvait s'interrompre, alors... Sinon, je mets la petite pendule. Hein. N'oubliez pas. Voilà, Alors on Paul-Marie conclut, finit sa phrase. comment là-dessus Allez-y, concluez, et puis on passera au sujet suivant qui sont les retraites. On pourrait enchaîner d'ailleurs sur les retraites. Oui, le général de Gaulle, qui appartient tout de même à une tradition, dans mon esprit, assez libérale, enfin pas collectiviste, contrairement à ce qu'on lui reproche beaucoup, n'est pas pour autant d'extrême gauche parce qu'il a nationalisé. Je crois que la nationalisation répond aussi à un souci du bien public qui est très souvent bienvenu. Il y a quantité de services publics que je voudrais renationaliser, moi, et justement au risque de vous choquer au nom du libéralisme. Bien. Voilà. Donc le sujet suivant sont les retraites, avec les manifestations, avec le blocage, et finalement Sarkozy qui n'a pas cédé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être Paul-Marie Couteau pour commencer? Oui, il était important à partir du moment où le gouvernement prenait une décision qu'il la fit appliquer sans trop faire de concessions. Je crois d'ailleurs qu'il en a fait beaucoup, étant donné qu'une bonne partie de la population qui prend sa retraite est déjà en pré-retraite ou bien au chômage, puisque le système exclut les personnes âgées, enfin les personnes âgées qui dépassent 50 ou 55 ans, ce sera bientôt mon cas, sont exclus du système du travail. Donc c'était pas une affaire énorme, et d'autant moins que sur les 480 000, je crois, personnes qui prennent leur retraite chaque année, il y a eu des exemptions pour diverses raisons, pénibilité, famille nombreuse, nombre d'enfants, tout à fait compréhensible d'ailleurs, mais qui font que 230 ou 240, pratiquement la moitié, sont exclus de la règle des 62 ans. On est dans le symbole. On est dans le déraisonnable, surtout de la part des contestataires. Mais cette déraison-là, cette déraison du peuple français m'inquiète, parce que je ne crois pas que le peuple français soit déraisonnable par nature. Il le devient, il est enragé, il ne veut rien savoir. On peut lui proposer n'importe quelle réforme, il la refusera. Je crois que ça renvoie, encore une fois, à la grande question politique qui est la légitimité. Et ça renvoie à l'illégitimité d'un pouvoir qui, depuis les aventures de Bolloré, du Fouquet's et bien d'autres, d'un homme, Nicolas Sarkozy, s'identifie beaucoup trop aux valeurs de l'argent, à mon avis, pour pouvoir imposer quoi que ce soit à la population française.
Je fais tout le temps référence à l'histoire, mon voisin va peut-être me le reprocher, je me tais après. Les rois ont réussi à instaurer leur autorité, c'est-à-dire à faire autorité et puis à faire civilisation, parce qu'ils ne sont pas apparus, ils sont apparus distincts et même souvent opposés aux puissants. Pour faire par exemple Louis XI ou même Charles VII, ou même, bien entendu, Philippe le Bel, mais presque tous. Le roi en France est l'allié du peuple contre les puissants, les féodaux, les clercs. Et à partir du moment où ce qui fait cette source de la légitimité, ce pourquoi le peuple reconnaît dans le sommet de l'État un allié dont il accepte des ordres, c'est le mouvement de la légitimité, a été rompu au fil de la Ve République et assez dramatiquement par Nicolas Sarkozy en confondant le sommet de l'État avec presque une question esthétique, mais qui cache bien des réalités, hélas, avec des connivences financières. Enfin, il est dans la main des puissants. Et de ce point de vue-là, on n'accepte rien de lui. Et aussi éreintante, stupéfiante, scandaleuse que soit, à bien des égards, la révolte contre les décisions gouvernementales qui sont assez rationnelles vues de loin, ne sont pas pour autant incompréhensibles. Oui, moi je vais revenir à nouveau à ce qu'on va appeler un phénomène, parce que c'était quelque chose tout de même d'assez extraordinaire de vivre toute cette séquence. Alors, il y a plusieurs points qui me semblent mériter l'attention. Premièrement, alors, ce qui était frappant, c'est de voir défiler toutes ces cohortes de jeunes retraités, mais je vais donner à l'expression jeune retraité un sens différent de ce qu'elle a communément. Ce qu'on appelle actuellement les jeunes retraités, ce sont les gens qui, étant déjà en retraite, continuent ou peuvent enfin accéder à un style de vie ou un comportement dont ils ont rêvé toute leur vie parce qu'ils demeurent en bonne forme. Alors les jeunes retraités dont je parle, c'était tous ces jeunes, tous ces petits vieux avant l'âge, qui, 50 ans avant, sont déjà en train de se projeter dans une retraite. Alors, il faut être complètement débile pour imaginer que dans un demi-siècle, on pourra déjà savoir en 2010 ce qu'il en adviendra. Si on se transporte en arrière, est-ce qu'en 1960, on pouvait imaginer ce qui se passerait en 2010? Et tout s'accélère, on le sait. À partir de ce moment-là, moi je trouve tout à fait extravagant est un mot gentil et faible, pour exprimer, pour rendre compte de cette pseudo-inquiétude. Évidemment, il s'agissait de toute autre chose, foutre le chambard, montrer à nouveau qu'on est contre la droite, contre un certain nombre de choses. Il n'empêche que ça faisait des troupes fraîches pour les syndicats, puisque la mobilisation soit des syndiqués, soit de gens qui les approuvaient faiblissant, évidemment, il fallait recruter à l'extérieur pour donner l'illusion du nom. Ça, c'est un premier point. Alors, un deuxième point, c'est tout de même qu'ailleurs en Europe, alors je ne parle pas de l'Union européenne, puisque c'est quelque chose qui est indépendant de l'appartenance ou non à l'Union, on pourrait par exemple parler de la Norvège, qui, que je le sache, ne fait pas partie de l'Union européenne, eh bien, partout ailleurs, des réformes parfois bien plus radicales ont été mises en place, sans que rien ne se passe. Autrement dit, on revient à ce qu'on disait à propos de Mélenchon, on retrouve sur cette tradition jacobino-collectiviste française qui n'a de cesse que de trouver un point où s'exprimer. Là où toutes les autres populations européennes, sans d'ailleurs que ça leur fasse forcément plaisir, mais dans la vie, comme disait Freud, il y a le principe de plaisir et puis le principe de réalité. Et là, on est face à la réalité, ça ne peut pas marcher davantage comme ça. Et on aurait aimé que tous ceux, surtout chez les leaders politiques de gauche qui pensent rétablir, revenir à l'ordre ancien, parfait réactionnaires qu'ils sont devenus, surtout ne toucher à rien ou si peu, etc., etc., eh bien, on aurait aimé savoir quel était le système qu'ils proposaient à la place. D'ailleurs, ils sont demeurés muets, et les gens intelligents du Parti socialiste le reprochent assez à l'actuelle direction. Le projet de la gauche concernant la retraite, c'est zéro. Ils ne savent pas quoi dire, parce qu'en effet, il n'y a pas de solution. Troisième point, il y a eu un grand absent dans le débat, c'est le système de la retraite par capitalisation. Personne n'en parle. C'est le seul système qui peut marcher, puisque le système collectiviste de la répartition
est évidemment construit sur une logique absurde, sur une incohérence. C'est ce qui se vérifie maintenant. À partir du moment où le nombre d'actifs baisse, ben évidemment, tout vole en éclats. Alors pourquoi ça a mieux marché ailleurs? Parce que dans les autres pays, on a joué sur deux tableaux. Il y a évidemment une part de répartition, ce qui peut sembler tout à fait normal, mais il y a évidemment tout ce qui peut concerner la capitalisation. Or, en France, il n'en est pas question, sans doute parce que le mot capitalisme a été tellement diabolisé en France que nul n'ose même parler de capitalisation. Alors j'oserais rappeler quelque chose de très concret que des dizaines de millions de Français connaissent bien à propos de la capitalisation, c'est ce qui se fait chaque année sur leur livret de caisse d'épargne. Quand, en effet, on cumule les intérêts, ça s'appelle la capitalisation. Donc on aurait pu imaginer un système de retraite, même éventuellement avec des organismes publics. Donc capitalisation ne veut pas dire le capitalisme débridé, comme peuvent le penser tous les sots qui sont une coalition tout à fait innombrable actuellement. Il pourrait y avoir des livrets d'épargne retraite dont chacun dispose et où on capitalise les intérêts sans qu'on ait besoin même de boursicoter. Là, je me fais l'avocat du diable. Alors de cela, nulle question. Que chacun prépare lui-même sa retraite, c'est quelque chose qui paraît insensé dans un pays pseudo-individualiste et réellement collectiviste. Une réaction sur la capitalisation? Puis on passe au sujet suivant. Beaucoup de choses à dire. Évidemment, les syndicats ont été débordés dans cette affaire. Ils ont joué avec le feu, parce que comment ne pas voir que ce mouvement de refus de la réforme des retraites, et rassurez-vous, on en parle peu, mais tout le monde y songe, fait le lit, et peut-être même tout simplement plus vulgairement fait le beurre des assurances privées. On a l'impression, là encore, que la gauche, une fausse gauche, à mon avis, est de connivence parfaite avec la logique financière et justement capitaliste qu'elle fait semblant de combattre. La bêtise des mobilisés contre la réforme, c'est justement d'avoir préparé le seul recours possible. Ça sera un jour ou l'autre, je le regrette d'ailleurs, un recours nécessaire pour beaucoup de gens, mais quid des autres, de ceux qui ne le pourront pas, c'est-à-dire la privatisation de l'assurance retraite et un système par capitalisation, pour laquelle la France est très mal armée, car il y a peu d'assurance. C'est un de mes soucis. Là, je réfère à nouveau à la souveraineté. Si le système actuel s'effondre, ce sont encore des grands fonds de pension étrangers qui profiteront de cette immense manne que sont les cotisations retraite ou l'épargne retraite des Français. Et je ne peux pas considérer que c'est la seule solution, contrairement à vous. Je pense que la solution est à trouver dans une réforme beaucoup plus hardie. Et je répète, elle suppose deux choses. Elle suppose d'abord que, sur le sujet que vous avez posé sur la table, qui est intéressant, très, très phénoménal là, pour le coup, les jeunes, cette absurdité de jeunes qui manifestent à 16 ans pour leur retraite, enfin, la terre entière en a ri, moi aussi, mais jaune, et douloureusement. C'est évidemment autre chose. La jeunesse française a été, hélas, une bonne partie, pas toute, heureusement, gloire au ciel, habituée à mettre les pieds sur la table, à taper du poing sur la table, à exiger tout, et elle communie sous la valeur unique de la contestation, avec 3C majuscule. La valeur de cette génération sauvage, c'est la destruction et la contestation. Alors ça a débordé complètement le sujet des retraites, sans même savoir les effets de ce qu'il pouvait, des mouvements qu'ils agitaient. Enfin, cela étant, ça a été finalement assez cantonné. J'incriminerais beaucoup la presse, car je me suis rendu compte qu'on considérait qu'un lycée à Poitiers était bloqué, alors que 95% des élèves suivaient leurs cours très, très normalement. Donc le phénomène médiatique qui a pris fait et cause pour la contestation, a beaucoup amplifié quelque chose qui heureusement est resté plus marginal qu'on ne le croit. Mais quand même, malgré tout, inquiétant. Et encore une fois, je réfère ça à une rupture de civilisation dramatique qui jette sur le marché, qui répand sur la population française des valeurs destructrices, comme le refus de l'État, nourri par l'illégitimité de l'État, même par ceux qui sont chargés de l'État le détruisent, n'ont même plus la logique de l'État, oublient les traditions de l'État,
Et la destruction est aussi, la contestation, pour ne pas dire destruction, que c'est un mot violent, est aussi un des paradigmes de l'époque, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant. Donc une réaction, et puis on passera à la guerre en Afghanistan. Oui. Là, je suis désolé sur un point de vous contredire, parce que ce que réclamaient ces jeunes, encore une fois, c'est davantage d'intervention de l'État. Ce qu'avait bien dit François de Clouzet, toujours plus d'État, ça c'est le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre français. Pas vraiment ce et il y a, comment dire, un aspect dont on n'a pas parlé sur le plan, comment dire, strictement économique. Alors là, les jeunes ne sont pas simplement en cause, ils ont été visiblement manipulés, puisque les manifestations de jeunes, ça permettait aux enseignants de se mettre en grève sans déclarer formellement en grève. Ils n'avaient plus d'élèves, et puis qu'il y avait le boxon évidemment dans les établissements. Alors ce point, c'est que si les gens âgés travaillent un peu plus longtemps, du coup il y aura moins de travail pour les jeunes. Alors là aussi c'est tellement absurde d'imaginer que ce que fait quelqu'un qui va passer de 60 à 62 ans, que le type de responsabilité ou de travail qu'il a ou qu'il exerce, c'est quelque chose qui aurait pu être occupé ou exercé par quelqu'un qui a 50 ans de moins que lui. C'est tellement absurde. Et qui est principalement inculte d'ailleurs. Oui, pas formé. Là où justement on fait remarquer à juste titre qu'il est désolant d'envoyer les plus âgés soit à la retraite, soit au chômage, etc., parce que c'est une expérience acquise considérable et qui a une extrême valeur, alors brusquement, on oublie cet argument qui est tout à fait légitime pour dire, eh bien, entre un jeune de 18 ans qui entre sur le marché du travail et puis quelqu'un qui a acquis cette fameuse expérience, etc., il y a une équivalence totale. Et ça, évidemment... Alors, un dernier point, moi j'ai trouvé même 2 très beaux articles sur la stupidité franchouillarde de tout cela. C'était dans Le Monde, hein. De temps en temps il y a de très bonnes choses dans Le Monde. Ce sont des articles de Robert Edeker et un de Pascal Bruckner qui montraient en effet l'un et l'autre qu'en France on a toujours pour coutume de se fracasser sur le mur de la réalité, et qu'il y a quelque chose de très profond dans cette mentalité française. C'est assez étrangement, parce que parfois on dit que les Français sont des gens qui travaillent bien, dur, etc., ce qui est sans doute exact, mais en même temps, l'idéal, c'est le farniente, au sens étymologique du terme, ne plus rien faire, glander, attendre, perpénard, etc. Et par conséquent, il y a là quelque chose qui ne va pas, une nouvelle fois, avec la réalité. Alors, la guerre en Afghanistan, donc ce mois, il y a eu une manifestation, notamment des familles, pour l'honneur de leur fils tombé au combat notamment, et la France est toujours présente en Afghanistan. Donc qu'est-ce que ça vous évoque? On va commencer par vous, Alain Laurent. Oui, alors je ne suis pas au courant de cette manifestation. Je dirais simplement que s'agissant des familles de militaires tombés en Afghanistan, je voudrais tout de même rappeler 2 points. Ces militaires sont des volontaires, et quand on a une armée de métier, comme disait le général, et par conséquent, à ce moment-là, eh bien, ou on n'y entre pas, ou quand on est entré en tant que volontaire, eh bien, on fait ce qu'on vous dit de faire. Deuxièmement, si maintenant il se met à y avoir des procès de famille pour juger de la qualité du commandement ou de la manière dont on s'y prend sur un champ tactique, etc., ça veut dire que la dégénérescence est encore plus avancée que je ne le croyais. Mais ce n'est pas ça le cœur du débat. Moi, je dois avouer, j'ai changé d'avis au sujet de la guerre en Afghanistan. J'en avais toujours été partisan, je pensais qu'il fallait mettre le paquet, et qu'il était bien d'intervenir, absolument légitime d'intervenir, parce que c'est là qu'il y a le foyer principal des ennemis de l'Occident. Mais depuis que ce que prêche l'actuel président de l'Afghanistan, c'est d'arriver à une réconciliation avec les talibans, si les soldats français et les soldats occidentaux combattent actuellement pour qu'on ait dans quelques mois des scènes délirantes de genre embrassons-nous Folleville, n'est-ce pas, vous les talibans et nous qui étions de l'autre côté, nous allons nous entendre, eh bien c'est quelque chose de parfaitement scandaleux. Je conçois que des soldats français puissent en effet exposer leur vie pour une juste cause, écraser toute cette engeance. S'il s'agit de se réconcilier avec elle, ça me paraît être une très mauvaise opération, et à ce moment-là, il faut arrêter. C'est quelque chose de totalement absurde.
Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Si on en revenait aux véritables missions originelles, si en plus on arrêtait de raconter des histoires à propos du Pakistan, qui est le principal foyer, donc si en effet on exerçait un réel droit de suite, et c'est là qu'il y a le principal sanctuaire aux talibans, je reviendrai sur cette opinion, mais actuellement je pense que les choses étant ce qu'elles sont, si c'est pour voir dans quelques mois installer un gouvernement qui va à nouveau envoyer les filles à la maison, les retirer de l'école, qui va interdire la musique, etc., enfin tout ce qu'impose la fameuse charia, eh bien, évidemment, il est inutile d'insister. Peut-être d'ailleurs il faut continuer à dire, mais uniquement pour défendre les intérêts occidentaux et certainement pas pour faire ce que les Américains appellent du nation building et instaurer une pseudo-démocratie là où les gens n'en veulent visiblement pas. Bon, alors vous dites tellement de choses en 10 ou 15 minutes que durent vos interventions que je ne sais plus par où commencer. Vous le dites avec des mots très différents des miens, certes, très différents des miens, mais vous en arrivez à la conclusion que cette guerre n'est plus justifiée. Et je vois qu'une très grande partie de la population qui au début a marché sur le thème pourtant absurde de la guerre au terrorisme, fait comme vous, tourne Kazakh et s'interroge, fait plus que s'interroger. L'immense majorité des Français jugent cette guerre absurde. D'ailleurs, on n'en parle pas, car si le débat s'instaurait vraiment, voilà encore un débat interdit, il y en a certains, n'est-ce pas Jean-Robin? L'Afghanistan aussi est un débat interdit parce qu'on s'apercevrait que la raison même parlerait d'elle-même et la population française révélerait la réalité, c'est-à-dire qu'elle y est opposée. Bon, commençons par le commencement. Vous disiez très justement que des manifestations de parents de soldats tués sont inadmissibles. C'est tout à fait vrai. C'est un des effets de ce que je nommais tout à l'heure. Je n'osais pas le nommer, mais là, pour le coup, c'est assez approprié. L'anarchie. Ce qui nous guette, c'est l'anarchie. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous distingue, enfin une des choses nombreuses qui nous distinguent. Pour moi, l'ennemi, c'est pas du tout le communisme, ou le socialisme, le dirigisme, ou le gauchisme, qui est de la mousse. L'ennemi, c'est l'anarchie, qui est présent d'ailleurs, qui est présent. Elle est présente dans toute notre histoire, mais il est présent cet ennemi beaucoup à l'extrême gauche. Mais il ne faut pas le confondre avec le dirigisme. Chez les jeunes, par exemple, il y avait un prurite anarchique plus qu'une revendication de l'État dans les dernières semaines. Je vous coupe juste un instant parce que la manifestation en question, c'était une manifestation silencieuse de soutien aux troupes. Ah bon? Oui, et au sein de cette manifestation, il y avait en effet une famille qui fait le procès à l'État, qui est la famille Blin, je crois. Donc voilà, pour resituer les choses. Alors, le procès d'une famille, qu'une famille intente à l'État parce que son fils a été tué, comme vous dites, il est volontaire, un soldat sait pourquoi il est soldat. Et c'est encore une fois un signe d'anarchie. Cela étant, la question est de savoir si ce soldat sait vraiment aujourd'hui pourquoi il est soldat. Il relève d'un ministère qui s'appelle la Défense nationale. Où est la défense nationale dans la guerre en Afghanistan? L'Afghanistan n'est pas à nos portes, les talibans non plus, et tout au moins s'ils sont à nos portes, ils les ont pénétrés, ces portes. Et à ce moment-là, la question terrorisme ne relève pas de l'armée, elle relève de la police, ou alors si elle relève de l'armée, ce qui est tout à fait envisageable, c'est à l'intérieur du pays. Les ferments terroristes sont présents en France, il y a des caches d'armes, il y a des réseaux organisés, nous sommes soumis à des menaces périodiques qui, hélas, ne viennent pas de l'étranger. D'ailleurs, si elles venaient de l'étranger, elles ne viendraient pas plus d'Afghanistan qu'elles ne viendraient du Soudan ou qu'elles ne viendraient de tel ou tel pays africain ou pays asiatique. La liste est longue. Pourquoi l'Afghanistan? Pourquoi l'Afghanistan? Tout simplement parce que c'est un terrain que les États-Unis, que l'Empire a trouvé pour pouvoir, si je puis dire, faire la guerre. Un empire, surtout quand il est menacé, ne peut pas ne pas faire la guerre. Il vit de la guerre, il prospère sur la guerre, il ne perdure que par la guerre. Il lui faut trouver des terrains de guerre. Alors c'est l'Afghanistan aujourd'hui, ça a été l'Afrique des Grands Lacs dans les années 90, ça a été la Yougoslavie aussi dans les années 90, ça a été beaucoup l'Irak.
encore une fois, nous sommes là, non pas du tout pour satisfaire à une nécessité de défense nationale, c'est tout simplement pour satisfaire à une nécessité d'alignement politique et diplomatique sur l'Empire, c'est-à-dire respecter une dette du président de la République qui doit beaucoup de choses à l'Empire en question et qui le rend en obéissant au doigt et à l'œil, notamment dans le cadre de l'OTAN, puisque, même si la mesure est symbolique, nous y sommes de nouveau entrés. Et évidemment, on ne peut pas ne pas comprendre que ces soldats soient troublés, puisqu'ils ne font pas véritablement leur métier. C'est ça qui introduit du désordre. On ne fait pas la guerre des autres. Nous faisons non seulement pas notre guerre, mais nous faisons une guerre impériale qui est tout à fait contraire à nos principes. Et quand vous dites qu'il faut se débarrasser de, je ne sais pas quel mot vous avez utilisé, très violent, de cette engeance, je crois que les principales victimes de la guerre en Afghanistan sont des civils afghans qui n'ont rien demandé à personne et que l'on braque contre nous. Et ça aussi, c'est le jeu de l'Empire. L'Empire ne perdure que s'il se crée à mesure des ennemis pour pouvoir les combattre. Et alors, ce travail affreux que l'on a vu en Irak, que l'on voit partout dans le milieu, autour de la Méditerranée, consistant à créer des ennemis pour pouvoir les combattre et pour pouvoir entretenir sans fin le conflit, c'est une logique exactement contraire à la logique nationale, à la logique politique et à la logique française. Je pense que si on était raisonnable, d'abord on poserait un peu plus souvent la question de l'Afghanistan, ce que je fais souvent dans mon blog ou dans les revues que je dirige, mais on en ferait même des manifestations, cette fois, non pas de soutien à l'armée, mais des manifestations de défiance à la politique d'alignement sur Washington. Je suis inquiet de la faiblesse de la réaction de la population sur ce sujet. La France est quand même en guerre, la population a le droit de dire un mot. Vous verrez que ni l'Assemblée nationale, sauf 2 ou 3 heures, ni aucun instrument représentatif français ne s'est associé à une décision qui relève uniquement du président de la République. Alors comme le temps tourne, on va passer au dernier sujet, qui est donc les élections au Front National. Je vous demanderai évidemment un pronostic et sur quoi vous basez cela. Est-ce que selon vous, le débat qui a lieu pour la première fois historiquement au Front National est de nature à le faire imploser au pire, voire légèrement fendiller, ou bien au contraire, est-ce que ça va le renforcer, ça va lui permettre d'aller plus loin que ce que Jean-Marie Le Pen avait réussi? Qui veut commencer? Allez-y. Alors, ce qui se passe au FN, déjà, m'est parfaitement étranger. Donc c'est le regard de l'observateur extérieur. J'aurais a priori bien envie de les renvoyer dos à dos. Non pas qu'ils soient semblables, Gollnisch et puis Marine Le Pen, mais en dernier ressort, tout de même, on reste toujours dans le même schéma. Je dois reconnaître qu'il y a quelques mois, j'espérais un peu, je me disais, il n'est pas impossible que, débarrassé de toutes les horreurs qu'a proférées son père, des provocations absurdes, ainsi, et une lourde responsabilité de Le Pen, père, en France, à propos des débats sur l'immigration et l'islam, c'est lui qui a empêché qu'on pose les vrais problèmes, puisqu'il a pollué tout ça avec ses stupidités antisémites, son racisme, etc. Donc, s'il y a des gens qui lui sont reconnaissants d'avoir posé le problème, je crois qu'il se trompe lourdement. Il nous a fait prendre 10 ou 20 ans ou 30 ans de retard et a tout bloqué avec ses provocations de potache un peu demeurées. Est-ce que ça va changer avec les deux autres? Alors, je reprends mon propos. J'espérais que, peut-être, du côté de Marine Le Pen, il y aurait une évolution, comme elle a pu avoir, par exemple, en Italie, chez les gens qui venaient qu'on appelait il y a quelque temps néofascistes, etc. Je crains qu'il n'en soit rien. Alors, c'est vrai que son propos est beaucoup plus civilisé, elle évitera, peut-être parce qu'elle ne le pense pas, d'ailleurs, surtout pour c'est désolidariser des saillies absurdes de son père. Je crois que de ce point de vue-là, il y aura sans doute un progrès. Rien ne prouve qu'il en irait autant du côté de Gollnisch, qui est appuyé par tout ce qu'il y a de plus infect dans le marécage de l'ultra-droite française. Ce
que reprocherait... main morte, hein. Certainement pas. Oui, bien sûr. Comme qualifie moi libéral, j'aime mieux vous dire que j'ai une belle collection de qualificatifs et je ne suis pas du genre à me laisser insulter lorsque j'ai l'occasion de riposter. N'est-ce pas? Je suis vraiment du genre, même pas œil pour œil, mais 2 yeux pour un œil. Et le Front National ne vous agresse pas? Oui, enfin, il y a des gens qui... Enfin, je ne parle pas du Front National, mais des gens qui en sont membres, et il y a des choses sur Internet, etc., qui qualifient la libre en général, ou ce que j'ai pu écrire en particulier. Donc voilà. Hein. Donc je m'interdis rigoureusement rien face à ce type de langage. Donc je reviens à mon véritable propos. Ce qui m'a beaucoup déçu chez Marine Le Pen, c'est d'avoir fait de la surenchère typiquement socialiste sur le plan du social. Vous êtes brave prolétaire, vous êtes exploité. C'est exactement le langage du PCF, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on en a longtemps parlé. Le FN a pas mal chassé sur les terres du PCF, qui avait abandonné une partie de sa défense, donc des plus déshérités s'ils étaient français, au bénéfice d'un certain nombre d'autres, de la diversité, etc., etc. Et donc, en effet, ce que je remarque d'ailleurs, c'est que ce n'est pas particulier à la France. Quelqu'un dont j'espérais beaucoup, parce que lui, il n'est pas du tout d'extrême droite, c'est Geert Wilders, aux Pays-Bas, fait à peu près la même chose sur ce plan-là. Alors évidemment, dans la stupidité médiatique française, Geert Wilders, qui est assez libertaire, est qualifié d'extrême droite. Donc ça, c'est une des nombreuses contre-vérités qui traînent partout. Dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la ligne du politiquement correct de gauche, immédiatement tombe sur lui extrême droite. C'est une sorte de réflexe pavlovien, typiquement franchouillard. Bien. Donc ça ne s'applique pas à Geert Wilders. Il n'empêche que je note la même dérive, c'est-à-dire faire encore de la surenchère sociale et d'une certaine façon aussi socialisante. Par exemple, on ne touche pas aux retraites, on ne touche pas à ceci, on ne touche pas à cela. Donc de ce point de vue-là, une fois de plus d'ailleurs, il y a des retrouvailles entre l'extrême droite, ou la supposée extrême droite, ou la non-extrême droite, dans le cas de Wilders aux Pays-Bas, et puis l'extrême gauche, c'est pas rouge-brun, c'est pas la première fois qu'on rencontre ça, et on le retrouve malheureusement dans ce domaine. Donc pour que personnellement je vois quelque chose de favorable se passer du point de vue du FN, et c'est infiniment désirable puisque ça bloque les voix de millions de gens qui sont à juste titre souvent scandalisés de ce qui se passe et qui ne sont pas plus, eux, d'extrême droite, que les millions de Français qui votaient pour le PCF il y a 30 ans étaient communistes, bien entendu. C'est là qu'il y a de profondes erreurs. Et bien pour qu'il y ait une réelle évolution de ce point de vue-là, je dirais, gens du FN, encore un effort. Hein. Bon, alors beaucoup de choses à dire encore une fois, d'autant que vous abordez plusieurs aspects. D'abord, je ne suis pas comme vous, ce qui se passe au Front National, ça m'importe. Ça devrait d'ailleurs être important pour tout le monde. Je crois qu'il y a évidemment un changement de génération qui se profile, c'est heureux. Je pense que l'évolution du Front National, possible dans les deux cas, surtout si Marine Le Pen est élue, pourrait très profondément modifier les lignes à droite. Je suis très frappé de voir qu'une partie de l'UMP, et puis ce qu'on a appelé les souverainistes, qui sont un peu en effet actuellement en déshérence, se radicalisent sur bien des sujets et rencontrent quelquefois avec les mêmes mots, quelquefois plus violents encore, certains propos de tel ou tel responsable du Front National. Il y a là une osmose, ce que j'ai appelé avant tout le monde d'ailleurs, l'Union des Patriotes, qui est presque inscrite dans les étoiles à mon avis. Des mouvements comme la droite populaire, une quarantaine de députés UMP se retrouvant sur une base très nationale pour le coup, me paraît esquissé, ou les propos d'un politique courageux, le député Christian Van Est, me paraît esquisser une modification assez profonde de la droite, l'éclatement en tous les cas du piège de François Mitterrand, je
crois que la création du Front National aux fins de stigmatiser une partie de la droite et de la droite nationale, piège de Mitterrand, est quand même, à mon avis, en bout de course, heureusement. Et cette recomposition de la droite peut très bien aboutir à la création d'un parti de droite nationale, un mouvement de la droite nationale, qui est aussi inscrit dans notre histoire, ce qu'a été le RPF un certain temps, par exemple, et ce qu'a été au fond l'UNR à ses origines. Le RPR avait un peu perdu de vue, et alors l'UMP c'est encore pire. Mais je pense qu'on reviendra à la création d'un parti national, et ça, je ne peux que m'en féliciter, dans le cadre d'un renouvellement du Front National. Cela étant, je voudrais reprendre un nouveau terme, monsieur. Vous dites il y a des propos une revendication politique sociale et socialisante dans la bouche de Marine Le Pen. C'est pas la même chose. On peut mener une politique sociale sans mener une politique socialisante. Vous savez, bon, vous êtes libéral selon un mode qui n'est pas le mien, mais parce que je pense que le libéralisme aussi s'accompagne du droit, et le droit répond à un sentiment de justice. Beaucoup de gens ne travaillent pas en France, et ceux qui travaillent pas toujours, mais souvent, y compris dans des entreprises publiques ou anciennement publiques, comme Télécom, ou bien des banques comme Paribas, je cite cet exemple, parce que des drames, des suicides ont mis l'accent, ont montré quelles sont les conditions de travail absolument sauvages imposées à une partie de la population qui, elle, est intégrée et hélas, pour elle, alors que c'est ce qui fait vivre le pays, on est dans un paradoxe, est soumis à des contraintes professionnelles absolument inouïes, des déménagements perpétuels, des vexations, une surexploitation qui va bien au-delà du temps de travail légal. Enfin, beaucoup de Français, j'en ai parmi moi, dans mon entourage, autour de moi, travaillent dans des conditions qui sont proprement inhumaines. Et d'une certaine façon, la revendication sociale n'a pas besoin d'être socialisante, à mon avis, pour être justifiée. Que Marine Le Pen épouse une colère populaire légitime, ça ne me paraît pas scandaleux, au contraire, ça me paraît prometteur de l'avenir d'un certain populisme. J'accepterai le terme de populisme pour ma part. Peut-on être libéral et populiste? C'est une question qui reste posée. Je sais comment vous trancheriez, moi je ne tranche pas dans le même sens, mais le fait est que le populisme français pourrait être incarné, à mon avis, vous pouvez organisé par un nouveau parti de la droite nationale, qui pour autant ne serait pas coupé du tout d'une politique, je répète, sociale, qui est une politique de justice, tout simplement. Il n'a pas besoin d'être une politique dirigiste. Et je pense, encore une fois, que Marine Le Pen fait très bien d'épouser ces mouvements-là, parce que ça sort un peu, c'est son grand atout, ça sort un peu de ce qui a fait l'obsession du Front National et qui l'a un peu fait tourner en rond, outre que sur des... Et même servir la soupe à la véritable extrême droite qui est au pouvoir aujourd'hui, comme le dit un de mes amis. Il faut bien le dire que le refus du débat, le refus du suffrage populaire, notamment le référendum, la racialisation de la société, elle est le fait de la pensée dominante aujourd'hui. Et elle a stigmatisé une extrême droite qui s'est beaucoup trop laissée enfermer du temps de Jean-Marie Le Pen dans cette stigmatisation, en rajoutant, car au fond, Le Pen, quelle était sa grande jouissance, et c'est ce que l'on peut lui reprocher. Sans haine, encore une fois, je ne participe pas du tout de la haine anti-Le Pen, père, mais il a tout de même une grande responsabilité en ayant sacrifié à sa jouissance propre. Quelle était sa jouissance propre? C'est se faire mal voir. Il a joui de l'opprobre général qu'il provoquait à mesure pour pouvoir en jouir davantage. Et ce faisant, il a disqualifié, en tous les cas, il a neutralisé, il a fait tourner en rond un secteur important de la population française qui n'est pas le moins valeureux, au contraire, et celui qui souffre le moins, qui a le moins besoin de politique. Et je crois que ce piège-là, il faut en sortir. Encore une fois, je pense que Marine Le Pen pourrait le faire. Il faut observer ce qui va se passer. Peut-être que les membres du Front National aussi, ou certains, sont assez bêtes pour ne même pas vouloir du pouvoir. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un trait français. On aime ronchonner, mais on ne veut pas de la responsabilité politique.
J'espère que Marine Le Pen, peut-être aussi Bruno Gollnisch, que je connais bien, un personnage pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime, mais comme vous le dites, il est beaucoup plus lié au passé du Front National, et peut-être trop pour pouvoir le renouveler comme il le voudrait lui-même, sans doute. Le veut-il d'ailleurs, il est assez impénétrable de ce point de vue-là. Mais le fait est qu'il faut sortir de cette situation qui nous a coûté tellement cher à nous, nationaux, gaullistes ou républicains ou souverainistes, je ne sais pas comment il faut le dire, confisquant des thèmes pour n'en rien faire. Et là, de ce point de vue-là, le renouvellement est bienvenu et je ne peux pas dire que je me désintéresse de ce qui se passe au Front National. Et alors, donc, un dernier échange, si vous pouviez répondre à ma question qui était pronostic, et est-ce que le FN risque d'imploser ou pas selon vous? En pronostic, je pense que ce sera Marine Le Pen, et deuxièmement, je pense en effet qu'il risque d'imploser, parce que tous ceux qui, en leur temps, auraient pu se démarquer et exclure, avec les mots qui conviennent, toute la horde de nasillons qui tout de même constitue une partie de la cour de Le Pen père, eh bien ceux-là vont se retrouver entre eux. Il ne faut pas oublier que parmi eux, il y a des gens qui trouvent très bien tout ce qui se fait au nom de l'islamisme actuellement. Hein. Je rappellerai tout de même que Le Pen père fréquentait l'ambassade d'Iran, était à des réceptions, etc. Il trouvait très bien qu'il y ait le fils, le Front islamique du salut en Algérie. Donc il y a des accointances entre l'islamisme et puis ce nationalisme d'extrême droite qui sont tout à fait inacceptables pour quiconque pense que les mots de démocratie et de liberté, ça veut dire quelque chose. Pour la conclusion? Oui, pronostic, je n'en ferai pas. Alors vraiment, je ne sais pas pourquoi j'en ferai. Je suis certain que si Bruno Gollnisch est candidat à la présidentielle, il fait 4 ou 5%, et si Marine Le Pen est candidate, elle peut faire plus de 20%. Mais il y a quelques extrémistes, comme je le disais à l'instant, qui sont encore capables de miser sur Bruno Gollnisch, en sachant très bien que ça stérilise le parti pour pouvoir continuer à ronchonner indéfiniment. Bon, ça c'est un des très mauvais aspects d'un secteur de l'opinion que je connais bien. Mais le plus important, à mon avis, c'est que l'évolution se fasse en gardant une proportion suffisante, non seulement des militants, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, mais de l'électorat du Front National, qui lui-même est très volatile. Je crois qu'il y a presque 10 millions de Français qui, à un moment ou à un autre, ont voté Le Pen. C'est quand même beaucoup. Bon. Donc on ne sait même pas si cet électorat est constant et s'il suivra. Mais ce qui est souhaitable, c'est qu'il suive une évolution qui lui fasse rencontrer un autre secteur de l'opinion que je qualifie de nationale ou souverainiste. Et je pense qu'il faut y arriver, mais ça ne se fera certainement pas sans une explosion. Mais le Front National ne cesse pas de marcher à l'explosion. Il y a eu l'explosion MNR, il y a eu l'explosion partie de la France, de Karl Lang. Il y en a tout le temps des explosions. Il marche à l'explosion, le Front National. L'essentiel, c'est que la nouvelle direction du Front National maintienne des repères suffisamment nets, et je crois que Marine Le Pen le peut, dans l'opinion, pour que les 10 millions de Français qui, à un moment ou à un autre, ont voté pour Jean-Marie Le Pen, entrent dans une logique politique, et j'ose le croire, et je suis peut-être optimiste, dans une majorité du peuple français qui pourrait reconstruire ce qui peut l'être encore dans ce pauvre pays. Merci messieurs d'avoir commenté cette actualité du mois d'octobre 2010.